Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une analyse quantitative ici de Total Energy. Vous savez que c'est une entreprise qu'on a déjà eu à analyser plusieurs fois quantitativement. Et j'insiste bien sur le terme quantitatif parce que ceci, ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Ce qui se rapproche plus de l'analyse fondamentale, c'est ce qu'on a proposé ici au niveau des notes d'analyse que vous pouvez également retrouver sur Total Energy, sur la chaîne. Donc, on va parler d'analyse quantitative. Et ici, j'aimerais déjà qu'on commence par le secteur d'activité, à savoir le secteur de l'énergie. Ensuite, quelle industrie? On a ici le pétrole et le gaz, donc les consommables. Et le type d'entreprise que nous avons présentement ici, c'est plutôt une entreprise. Dans ce secteur d'activité, il y a des particularités. Donc, ça, c'est une entreprise qu'on appelle généralement... elle est verticalement intégrée. Donc, sur toute la chaîne de valeur, dans le secteur du pétrole et du gaz, Total Energy détient des entreprises dans ces différentes... sur cette chaîne de valeur-là. Et quand je parle de chaîne de valeur, ça quitte de la production vers la distribution. Donc, on appelle généralement upstream, c'est la production. Midstream, c'est le transport. Donc, vous allez voir les pipelines, ce genre de choses-là. Et downstream, donc je pense midstream également, ça prend également en considération le raffinage. Bref, allez vérifier. Et downstream ici, c'est essentiellement la vente au détail, l'entreposage, ce genre de choses-là. OK? Généralement, quand vous êtes situé sur toute la chaîne de valeur, ça permet ici d'être plus équilibré en période difficile. Donc, quand vous analysez une compagnie dans le pétrole et le gaz, posez-vous toujours la question de savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de la chaîne de valeur. Je préfère les entreprises verticalement intégrées dans ce secteur d'activité. D'accord? Chaque segment a ses avantages comme ses inconvénients. Donc, ici, et vous m'avez bien entendu, ici, je ne parle pas de pétrole, de Total Energy comme étant une entreprise dans les énergies renouvelables. Ce n'est pas le cas présentement. C'est un pari pour le futur, mais ce n'est pas ça qui vous permet de recevoir vos dividendes ici. OK? Et ce genre d'entreprise est cyclique. Donc, quand on parle de cycle, vous pouvez le voir à ce niveau. Au niveau du revenu, rien de stable. Et c'est totalement normal avec ce type d'entreprise. En fait, ici, on ne cherche pas la stabilité. D'accord? On veut à peu près voir quelle est la moyenne de revenus que cette entreprise peut rapporter. Parce qu'elle dépend énormément de la variation du prix de la commodité de pétrole ou de gaz. OK? Dépendamment ici de la commodité qui est produite plus présentement. Et n'oubliez pas, dans ce secteur d'activité, le plus important, ce sont les coûts de production. D'accord? Les coûts de production. Évidemment, il y a des risques, comme dans tout genre de business, mais surtout au niveau de l'environnement, qu'il y a des risques. Au niveau de géopolitiquement également, il y a des risques. D'accord? La localisation ici de l'entreprise, des champs pétroliers ou bien des concessions ici est très importante. Total Energy exploite peut-être du pétrole ou du gaz, mais dans quelle région en particulier? D'accord? Dépendamment de la région, vous pouvez également évaluer les coûts d'exploitation. OK? Donc, c'est important à aller vérifier. Donc, généralement, quand on va regarder ce type d'entreprise, le revenu, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez prendre la décision d'achat ou de vente. OK? C'est important, mais ce n'est pas déterminant dans la prise de décision. OK? Donc, il faut coupler les deux avec une analyse qualitative, plus approfondie. D'accord? Et je rappelle ici que pour ceux qui sont sérieux, dans la volonté d'apprendre comment analyser sérieusement une entreprise, dépendamment du secteur d'activité, le premier commentaire épinglé ici pourrait vous intéresser. OK? Donc, Total Energy, allons-y du point de vue quantitatif. Ici, déjà, on va normaliser les résultats. Les anciens savent ce que ça veut dire. Donc ici, je prends la moyenne des revenus de Total Energy. La moyenne sur les 10 dernières années. Et je me pose toujours la question de savoir, est-ce que c'est la même entreprise qu'on avait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans? Parce que quand on a les revenus élevés comme ceux présentement, ça ne me dit absolument rien du tout. C'est bien, parce que l'entreprise pourrait gagner énormément d'argent.
Mais je sais également que ces revenus-là sont temporaires. On passe beaucoup de temps sur les revenus. Allons-y au niveau des marges. Comme je l'ai mentionné tantôt, le pricing power de cette compagnie dépend des coûts de production. Et c'est une information que vous aurez la bonne information uniquement quand tout ira mal. Mais vous pouvez déjà avoir certaines idées des coûts de production de cette compagnie en regardant l'évolution de la marge brute et la comparer aux entreprises semblables dans le même secteur d'activité. D'accord? Aux entreprises, j'ai bien dit semblables. Donc, c'est-à-dire des entreprises également verticalement intégrées. Donc, sont semblables ici, ça pourrait être une entreprise comme Exxon. OK? Donc, ici, avant tout, on recherche également la stabilité. D'accord? Aujourd'hui, on a des marges aux alentours de 34%. Sur les 20 dernières années, on est à peu près au niveau de cette moyenne-là. C'est correct pour moi. Si on avait plus que ça, disons 44%, alors que la moyenne est de 34%, ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Le plus important, c'est qu'on reste au-dessus de la moyenne. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA, histoire de voir si avec les marges brutes, on parle le même langage. Encore une fois, je recherche la stabilité ici. Donc, sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 18%. 18% sur les 20 dernières années, mais vous pouvez constater qu'entre 2012 et 2021, on a eu quelque chose en dessous de 18%. Donc, très attention. Donc, quand on prend 20 dernières années, on peut également regarder les 10 dernières années. Donc, histoire ici, on prend à peu près la moyenne des deux. Et la question, est-ce qu'on regarde généralement derrière, c'est quel était le prix de la commodité à cette période-là? Parce que les années pendant lesquelles on avait des marges EBITDA en dessous de 18% ici pourraient revenir. Parce que c'est un éternel recommencement ici. Et dites-vous que dans ce genre de business, généralement, c'est une bataille entre l'offre et la demande. Et quand le prix du pétrole augmente, généralement, la demande est de plus en plus... la demande n'évolue pas réellement. Elle est constante, elle augmente légèrement, mais pas aussi rapidement que l'offre, surtout quand le prix de la commodité est élevé. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer la demande, qui peuvent influencer l'offre, ok? Comme par exemple ici les problèmes au Moyen-Orient, etc. Donc, prenons un exemple. Si l'Iran vient à rencontrer des problèmes demain, ça veut dire qu'il y a un producteur qui va quitter le marché, qui va peut-être réduire ici ses volumes de production, donc ce qui peut avoir une influence sur les prix. Le fait également que l'OPEC, vous pouvez aller regarder ça, aller rechercher vous-même l'information. Ce cartel-là, c'est eux qui contrôlent vraiment ils ont une influence considérable sur les volumes. Or, parfois, ils ne s'entendent pas, surtout quand le prix du pétrole est élevé, parce qu'il y a des entreprises, il y a des pays qui veulent produire plus pour gagner plus. D'accord? Or, en produisant plus, ça a une influence sur les prix. Et donc, ça impacte tout le monde. Vous allez peut-être voir ici, l'Angola a quitté l'OPEC, ou bien en phase de quitter l'OPEC en tout cas. Ça pourrait avoir un impact au niveau des volumes à venir. C'est pour ça qu'on normalise les résultats. D'accord? Et c'est également pour ça que cette compagnie se négocie à des multiples valorisations très peu élevées. Et c'est normal. Parce que 7 fois le bénéfice que vous voyez ici, c'est disons les 8 fois les bénéfices que vous voyez présentement ici, ça c'est un forward PE. Hein. Ça ne veut forcément pas dire qu'on a une entreprise sous-évaluée. Tout dépend de la moyenne des bénéfices. Et on va y revenir. Donc, on continue notre constat. On compare les net income et les free cash flow. Ici, généralement, les net income auront tendance à être similaires aux free cash flow parce que c'est un business à capital intensif. OK? Donc, quand on a une différence entre les deux, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'entreprise investit massivement ici dans la production, etc.? C'est important à aller regarder parce que quand on compare du Total Energy, vous pouvez voir que les free cash flow étaient de moins en moins. Entre 2008 et 2015, on a connu des free cash flow de moins en moins élevés. Alors que les bénéfices nets étaient plutôt stables. Et je rappelle ici que c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette, qu'on rachète des actions, qu'on paye le dividende. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ce sont les free cash flow qui intéressent un investisseur sur une quelconque compagnie. D'accord? Enfin, les bancaires, c'est un peu différent dans tous les cas de figure. Bref, il peut y avoir des nuances. Donc, ici, par exemple, vous remarquez qu'en termes de free cash flow, entre 2009 et 2017, soit presque 10 ans ici, c'est une traversée du désert. OK? Littéralement. Et pendant ce temps, on a continué à payer de dividendes. Et vous pensez que on a financé ça avec quoi? Avec de la dette. Ou avec le cash qu'on avait présentement en banque, ou en vendant certains actifs. OK? Comme vous pouvez le voir, la dette a augmenté à cette période-là. D'accord? Et vous remarquez que quand on commence à gagner de l'argent,
le niveau d'endettement diminue. Et ça, c'est la dette nette. On peut prendre ici la dette du point de vue volume. Dette, total dette ici. Voilà. On te le met là. On voit ici qu'on a eu une évolution à partir d'ici de 40 milliards à presque 57 milliards, à presque 57 milliards ici. Et une fois que le prix de l'entreprise a recommencé à gagner des fric, à faire des free cash, générer des free cash flow ici, on a plutôt une stagnation de l'évolution ici de cette dette-là. Et vous remarquez ici que du point de vue dette nette, on a énormément de cash dans cette compagnie. D'accord? Ça ne veut pas dire que le niveau d'endettement, il faut vraiment le comparer ici à l'EBITDA moyen. Donc, quand on prend dette nette sur EBITDA, je ne prendrai pas dette nette sur EBITDA actuel, non. Je prends l'EBITDA moyen, qui est à peu près aux alentours ici en termes de pourcentage, en termes de volume, ça donne combien? Juste dette EBITDA. Je sais que parmi vous, d'aucuns veulent seulement savoir est-ce que je suis sous-évalué, est-ce que je dois acheter ou je ne sais pas quoi. Mais non, ce n'est pas le but de cette chaîne. D'accord? Donc, souffrez qu'on passe le temps ici à regarder les éléments qui, selon moi, sont importants. Plus importants que le prix qu'on devrait payer en date d'aujourd'hui. D'accord? Parce que je vous montre à peu près ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez réfléchir quand vous analysez ce type d'entreprise quantitativement. Après, vous faites ce que vous voulez derrière. Donc, ici, sur les 20 dernières années, c'est près de 35 milliards. Mais n'oubliez pas qu'on a une traversée du désert ici. Donc, on peut regarder également les 10 dernières années. On a à peu près 29 milliards. Donc, il y a sans doute une bonne raison pour laquelle on a eu ici une baisse de l'EBITDA. Notamment, si vous allez regarder, le coût de la commodité a connu ici des variations extrêmes. Parce qu'en fait, bref, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, pendant cette période-là également, les États-Unis ont commencé à produire énormément. Okay, parce qu'ils ont énormément de pétrole. La technologie leur permettait de devenir exportateurs. Donc, ils consomment à peu près leur propre pétrole aujourd'hui. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un acheteur qui a quitté le marché. Et ça a eu une influence ici sur les volumes, sur les prix de la commodité. Donc, ici, on revient à une certaine normalisation parce que l'extraction de ce pétrole coûte de plus en plus cher, dans les coûts de production ici augmentent. Donc, ça peut également être, ça a une influence sur les prix. Bref, revenons ici. Donc, si tu prends le 35 milliards, ça sous-entend que le prix moyen du pétrole qu'on a ici, il faut le vérifier. Est-ce que les coûts de production sont les mêmes? Donc, il faut faire attention, même quand on normalise ces résultats-là. C'est la raison pour laquelle je dis toujours qu'il est même préférable d'acheter cette compagnie-ci en dessous ou bien à un niveau équivalent à ses actifs tangibles nets par action. OK? Donc, ici, par exemple, si je prends le 35 milliards par rapport à la dette nette ici, on a une dette nette de combien? De 24 milliards ici. D'accord? Donc, ça fait à peu près... En dessous, on a quelque chose ici aux alentours ici de une fois la dette nette. En dessous de une fois la dette nette, si je prends à peu près les 10 dernières années, ça serait également la même chose. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour regarder la dette nette sur EBITDA. Il faut normaliser déjà les résultats. Et donc, il faut normaliser l'EBITDA. On ne normalise pas la dette. Ça ne change pas. C'est l'EBITDA qu'on va normaliser. Donc, on continue. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Cette compagnie, vu qu'elle aura tendance à avoir des multiples très peu élevés, c'est le type d'entreprise qui doit... Si elle n'investit jamais sur une compagnie pétrolière qui ne paye pas de dividendes, tout simplement parce qu'en période difficile, c'est ça qui va vous aider à tenir. Et à période difficile, croyez-moi, ça revient, il y aura toujours des périodes difficiles. C'est un peu comme avec le cacao, d'accord? Certains pays vont augmenter la production, tout simplement parce qu'ils veulent bénéficier du prix actuel, même si techniquement, c'est pas comme si le cacao nouvellement planté va à peu près être consommé demain. Non, pas du tout. Mais plus les volumes augmentent, la demande ici, si elle reste stable ou bien stagne, le prix aura tendance à diminuer. OK? Bon, on peut également avoir d'autres raisons derrière ici. Mais vous remarquez que Total Energy rachète ses actions. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut regarder une chose. On va regarder au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner. Comme je l'ai mentionné, le bénéfice net doit généralement être égal à free cash flow. Parce que c'est un business à capital intensif. Très, très rarement, vous verrez que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets dans ce genre de business. Et quand les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets, demandez-vous toujours si on a une dépense en capital élevée, donc une dépense en capital de croissance en date d'aujourd'hui élevée, anormalement élevée. Très attention. Donc, vous pouvez l'évaluer en passant par le price to sale, toujours en normalisant les revenus également,
Ou vous pouvez l'évaluer ici en passant par les bénéfices. On prend ici les free cash flow moyens. On a 12 milliards. Attention, ça, ce sont les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a quelque chose de moins élevé que ça. Donc, quand je prends les 20 dernières années, ça sous-entend que je sais pourquoi est-ce qu'on a eu quelque chose de moins élevé ici. Peut-être qu'on a eu des investissements, etc. Et je sous-entends que le prix du pétrole forward, donc sur les années à venir, sera au moins l'équivalent de la moyenne qu'on a connue ici. Je pense qu'on est en autour de 60 ou 70 dollars. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça sur une précédente vidéo. Donc, si je prends le 12 milliards, je ne prends pas la période actuelle parce que je sais qu'elle est exceptionnelle. Ça pourrait également durer. Faites attention parce que c'est très difficile de faire des prévisions sur ce genre de business. C'est pour ça qu'on normalise les résultats. 12 milliards 300 à 15 fois les bénéfices. Parce que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Normalement, ça fait 184 milliards 800. Ça, c'est la moyenne des 20 dernières années. Ça sous-entend qu'on aura au moins ce niveau-ci sur les 20 prochaines années. Si on a plus que ça, tant mieux. Mais attention, si on a moins que ça, ça sera tout ce qu'on a en train de faire ici est complètement à côté de la plaque. Donc, il faut faire attention. Donc, si on regarde encore ça autrement, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 155 milliards, disons 156 milliards, un business qui pourrait me rapporter au moins 12 milliards 300 sur les années à venir. Donc, à vérifier. Quels sont les coûts de production de Total Énergie sur les années précédentes? Quels sont les coûts de production aujourd'hui? Est-ce que les volumes, est-ce que les réserves augmentent ou diminuent? OK. Voilà des questions qu'on devrait se poser afin d'avoir à peu près afin de pouvoir investir ici sereinement pour le long terme. Comme je le mentionne, faire de l'analyse fondamentale, ce n'est pas que regarder les chiffres. Il faut les interpréter. Et pour les interpréter également, il faut savoir dans quelle industrie on met les pieds et comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres-là dépendamment de l'industrie. D'accord? Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, pour ceux qui sont sérieux, qui veulent vraiment apprendre à faire de l'analyse fondamentale, le premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci pourrait vous intéresser. Donc, du point de vue évaluation, je pense qu'on a déjà fait l'évaluation ici. OK? Ici, on me demande de payer ce business-ci à ce prix. Ça veut dire qu'on est à peu près à 7,89% de rendement. Est-ce que l'entreprise est surévaluée? Même au prix actuel, on va se dire que ça reste gentil. OK? Si on prend, et ça c'est pour les 20 dernières années, mais si par hasard, Total Énergie revient à peu près à la moyenne de ce qu'elle a connu sur les 10 dernières années, OK? Qu'est-ce qu'on aura? Disons qu'on a 8 milliards 900 multiplié par 15 fois les bénéfices. Ça fait 133 milliards. Donc, on se retrouve à un prix moins élevé que ce qu'on a en date de jour. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 2 milliards 400. Divisé par 2,4, ça donne un prix aux alentours de 55 dollars l'action. Donc, tout dépend de la moyenne des bénéfices qu'on aura dans le temps. Et pour répondre à cette question, il faut regarder les réserves, les coûts de production, la stratégie même de l'entreprise derrière. OK? C'est très important. Est-ce que je vais dire aujourd'hui que Total Énergie est surévaluée? Je dirais, je ne pense pas que l'entreprise soit surévaluée. Mais au prix actuel, il faut faire attention. D'accord? Donc, en termes d'actifs tangibles nets par action, tangible book value, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près quelque chose en tout de 85 dollars l'action. Attention. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est le volume. Tangible book value ici, le prix par action. On a quelque chose en tout de 37 dollars. 37 euros. C'est bien ça? C'est en euros ou en dollars? Toujours vérifier. Ah, attention. Je vais mettre ça on va le mettre en euros. Ici. Parce qu'elle publie en dollars américains. Or, ici, c'est en euros littéralement. Donc, vous allez juste à convertir dans tous les cas. Donc, ce que je faisais ici, la conversion, ce n'est pas bon. C'est pas juste. Attention. On va juste arranger ça. Ça fait 34 dollars l'action. 34 euros l'action ici, en dollars américains, ça fait combien? 36. Donc, c'est presque similaire, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a à peu près 2 dollars de différence, 2 euros en moins ici. Donc, faites attention. Donc, en convertissant, ça vous donnera 34 euros l'action. Idéalement, on aimerait l'avoir à ces prix-là. Je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. Non, pas du tout. OK? Donc, Total Énergie, même au prix actuel,
ça reste intéressant, mais attention, il faut absolument que sur les années à venir, qu'on reste à peu près aux alentours d'une douzaine de milliards. Et maintenant, vous savez, où est-ce que vous devez aller rechercher ces informations-là? En lisant les rapports financiers, en regardant un tout petit peu la demande. Et faites attention, ce genre d'industries sont toujours très optimistes quand tout va bien. Regardez à peu près le coût, vous prêtez attention au coût de production de Total Energy. C'est tout. OK? Donc, quand on regarde ici, voilà, pour quelqu'un qui continue à réinvestir ses dividendes sur Total, c'est pas si fou que ça. Et n'oubliez pas également que, ici, on a parlé de bénéfices nets. Parce que les free cash flow pendant une période également ici étaient anormalement très bas. Et il faut vérifier si l'entreprise n'a pas un programme ici de dépenses en capital élevé sur les mois à venir, sur les années à venir. OK? Donc, est-ce que le dividende, il est safe? Oui, totalement couvert par les free cash flow. Je pense également qu'ils ont assez de cash présentement. Et je pense qu'ils continueront à le payer. Et franchement, par rapport au prix actuel, on ne rechigne pas sur 4,48%. OK? Donc, ce n'est que mon avis sur Total Energy. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le premier commentaire épinglé en dessous de cette vidéo pour ceux uniquement qui sont sérieux dans l'envie d'apprendre à analyser fondamentalement les entreprises dépendamment de leur secteur d'activité. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.